Je m'appelle Fatima Abidala Shahabi, je suis chef d'entreprise. J'ai créé donc Podomar, une entreprise éthique, sociale et solidaire que je vais vous présenter. Donc, pour ce qui est de ma présentation à titre personnel, j'ai très vite compris qu'il était important, si on avait envie de continuer dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat, d'avoir une vision plus globale en management et en création d'entreprise. Donc j'ai suivi un double cursus en école de commerce à l'ESC Grenoble. Donc ensuite j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'industrie pharmaceutique en tant que chef de projet, dans des projets de recherche clinique. Et puis j'ai créé Podomar il y a à peu près 2 ans officiellement, mais Podomar existe depuis 3 ans. Podomar est une entreprise qui fabrique et commercialise des appareillages du pied. Et la particularité de cette entreprise, c'est que d'une part, elle est située sur un double créneau, à la fois santé, puisque ce sont des chaussures orthopédiques plus précisément, et en même temps sur le secteur mode. Ce sont deux secteurs qui a priori sont opposés, et l'innovation c'était de pouvoir concilier les deux approches. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et donc on a créé la société 570 Asset Management. Les cofondateurs étant M. Anas Patel, peut-être certains d'entre vous connaissent. Et donc notre activité principalement c'est la conception de solutions financières conformes à l'éthique musulmane pour les marchés francophones. Moi, c'était pas forcément une vocation au départ, quoique je suis d'origine du sud du Maroc, qui est connu pour être très entrepreneurial, très commerçant. Donc peut-être que j'avais déjà un petit peu ça dans le sang. Mais au départ, c'était pas forcément un objectif lorsque je suis arrivé à la fin de mes études. Bon, la preuve, j'ai intégré des grands groupes en tant que salarié, etc. Il n'en reste pas moins que vous êtes juste un maillon d'une chaîne qui tourne, et avec ou sans vous, ça tournera. Que vous ayez de bonnes idées ou pas, ça ne changera rien. Et donc, voilà, c'est une frustration un petit peu par rapport à un certain nombre de projets qu'on aurait voulu développer au sein même en tout cas moi, à titre personnel, de l'entreprise dans laquelle j'étais, et donc qui m'a mené à me lancer dans l'entrepreneuriat pour essayer de faire hors des grosses structures ce qu'on ne peut pas y faire. Après, pour l'équipe, voilà, c'est l'équipe et puis l'environnement de travail, c'est complètement différent. On est une petite structure, une petite start-up, on est aujourd'hui 5. L'éthique dans l'entrepreneuriat, ou de manière générale dans les affaires, ça ne rapporte pas forcément tout de suite. Mais je pense que ce sont des racines qui payent à long terme. Donc des exemples très terre à terre, que ce soit dans la relation avec les clients ou dans la relation avec les partenaires. Le fait, par exemple, de ne pas forcément faire preuve de transparence. On croit gagner quelque chose à très court terme, mais dans le long terme, ça ne paye pas, ou en tout cas rarement. Je vais te donner un exemple, nous, dans notre travail au quotidien, pour ce qui est, par exemple, des clients. Là, c'est la même chose, c'est un client qui va vouloir, qui recherche un produit, une solution, d'accord, que nous-mêmes nous proposons et que des concurrents également proposent. Donc, en l'occurrence, nous, on parle de services et de produits financiers. Donc, je donne un exemple très simple, c'est, voilà, je commercialise un produit d'épargne. Et donc, le client vient de dire, voilà, est-ce que je peux perdre mon argent? Est-ce que je peux perdre de l'argent? J'ai un risque de perte en capital sur ce produit que vous me proposez. Et la réponse est oui. Après, on va expliquer. On va expliquer qu'on peut également, et c'est ce qu'on s'efforce de faire, de mettre en place un certain nombre de mécanismes de gestion des risques pour maîtriser ces potentielles pertes, mais on ne peut pas dire que le risque est nul. Ce serait dire quelque chose qui est faux. L'entreprise éthique, elle n'a pas pour vocation de faire du social uniquement, au risque de couler, entre guillemets. Au contraire, on a souvent tendance à opposer l'éthique avec l'entrepreneuriat et la rentabilité dans l'entreprise,
pour moi, ce sont deux choses qui sont complètement synergiques. Pour moi, la réponse est non. Clairement, c'est inimaginable. Encore une fois, pour une raison très simple, c'est que en fait, on a déjà fait un choix en sortant des grands groupes, notamment pour ça. Donc, c'est pas pour se retrouver dans une petite boîte, dans un petit bureau avec un petit salaire, sans l'éthique. Le prix de ces sacrifices, c'est le respect de notre éthique. On a annoncé le lancement d'une plateforme qui aura pour simple particularité par rapport à des plateformes classiques de filtrer en fait un petit peu plus les projets, donc par rapport à cette dimension éthique. En fait, quand on parle de financer des actifs, d'accord, des actifs typiquement de l'immobilier, du mobilier, véhicules, locaux commerciaux, des murs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, effectivement, avec certains produits qui sont déjà là, d'autres qui ne sont pas encore. Et ensuite, il y a effectivement, j'ai un projet. Donc je vais financer la trésorerie, du BFR, etc. Donc, ça, aujourd'hui, nous, on les fait de manière vraiment très ponctuelle. Pour une raison très simple, c'est que, en fait, nos investisseurs sont à 99% musulmans. Et en fait, on est encore très néophyte en matière d'investissement. On connaît encore très mal les problématiques de l'investissement. Donc quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui dit ouais, je voudrais investir 20 000 euros, très bien. La première question qu'il pose, c'est est-ce que j'ai un risque, je fais face à un risque de perdre un petit peu d'argent. Alors même que parmi les fondamentaux de l'éthique de la finance islamique, c'est justement qu'on partage les pertes et les profits. Et c'est notamment pour ça que les entrepreneurs font beaucoup plus recours à des modalités d'investissement qui permettent de partager les risques, typiquement l'actionnariat. Voilà, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Mais on peut pas dire, en tout cas en islam, on ne peut pas dire je veux investir et ne prendre aucun risque, ça n'existe pas. Donc pour cette raison, on a choisi justement de financer uniquement quelques projets vraiment très spécifiques et qu'on maîtrise, qu'on connaît bien. Donc on a fait comme ça trois projets en 2 ans, donc c'est vraiment pas grand chose. On aurait pu faire beaucoup plus, mais avec beaucoup de dégâts aussi, parce que, encore une fois, c'est une modalité qu'on connaît très mal. Raison pour laquelle on a choisi de remonter, en fait, nous, d'un niveau, c'est-à-dire de dire qu'on n'est plus ceux qui vont faire l'analyse financière des projets, mais plutôt ceux qui vont organiser la rencontre d'investisseurs avec des porteurs de projets, mais sans prendre de responsabilité sur la viabilité des projets. Il y a quelques jours encore, une personne qui est venue nous voir en disant qu'il voulait acheter des avions. C'est très bien, parfois. C'est très bien. Première question pour un porteur de projet, c'est quoi votre budget? C'est quoi votre enveloppe? Vous avez besoin de combien? Entre 2 et 200 millions. Entre 2 et 200 millions. Déjà, il y a quelque chose qui cloche. Donc, vous imaginez que ça, nous, on allait mettre en avant un projet comme ça, et derrière, forcément, c'est une catastrophe, et on se tire une balle dans le pied. Donc, le crowdfunding, pourquoi on s'est orienté vers le crowdfunding? C'est pour ça, justement. C'est-à-dire, voilà, prendre un petit peu de hauteur. Bien sûr, on ne va pas mettre le projet d'avion à 200 millions, on ne le mettra pas sur la plateforme, clairement. On essaie quand même d'avoir un œil au moins sur la pertinence des produits. Après, la viabilité économique, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, on ne s'engage pas, parce que souvent les gens comprennent mal une fois encore ça. Donc ils disent ah mais si ça marche, merci. Si ça marche pas, c'est de votre faute. Mais si ça marche, c'est pas notre faute. Et si ça marche pas, c'est pas notre faute. Donc oui, on fait du financement pour ce type de besoin. Aujourd'hui, au compte-gouttes, mais Inch'Allah, par le biais de la plateforme, de manière beaucoup plus large. Alors pour ma part, je pense que le fait d'être étudiant n'est pas du tout un obstacle à l'entrepreneuriat, au contraire. On peut entreprendre à tout âge, on peut entreprendre en étant femme ou homme, on peut entreprendre avec peu d'argent ou beaucoup d'argent. Donc je pense qu'on peut se lancer même en étant étudiant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples d'étudiants qui ont lancé des entreprises qui sont plus que florissantes aujourd'hui. Donc la jeunesse n'est pas un obstacle, entre guillemets. D'ailleurs, mon associée était étudiante au moment où elle s'est lancée, elle a eu son diplôme presque la veille de la création des dépôts de statut. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, moi je commencerais par dire si, on n'aime pas trop les si chez nous, mais
je conseillerais en tout cas de le faire pendant les études. Je regrette, entre guillemets, de ne pas l'avoir fait avant, parce que, effectivement, quand on est étudiant, parfois on se dit, bon, enfin souvent, on se dit, bon, bah, je suis étudiant, mon job c'est d'obtenir mon diplôme, point à la ligne. Alors que non, en réalité, et souvent on a pour objectif d'aller dans les grandes écoles, etc. Mais moi je pense que l'entrepreneuriat est une très grande école. Nourrissez des projets et lancez-vous. Je pense que ce sera vraiment très, très bénéfique pour vous, même si ça n'aboutit pas. Et souvent les entrepreneurs à succès ont connu 2 ou 3 échecs avant. Donc autant commencer le plus jeune possible.